Officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Je m'appelle Tiffaine, j'ai 25 ans. J'ai fait des études d'éducatrice spécialisée. Et après mes études, je suis partie un an en visa vacances-travail en Australie. Et c'est là-bas que j'ai découvert le voyage à vélo. Parce que je savais pas tellement comment voyager, je voulais que mes économies me tiennent le plus longtemps possible. Et du coup, j'ai découvert par hasard le blog d'un gars qui faisait l'Australie à vélo. Et je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable, j'avais jamais entendu parler de ça. Et je me suis dit, mais c'est génial, j'ai envie d'essayer. Et du coup, j'ai acheté un vélo là-bas et j'ai fait 1500 km en Australie. Wow. Après, tu es revenu sur la France. Voilà, après mon visa se terminait, du coup je suis rentrée en France. Après avoir fait 1500 km, ce qui représente une toute petite partie de l'Australie, je me suis dit, mais en fait en Europe, j'aurais traversé plein de pays différents. Et du coup, quand je suis rentrée à Paris, j'ai travaillé un petit peu. Et ensuite, je suis partie de Paris et j'ai racheté un vélo. Et je me suis dit, allez, on y va. L'aventure est née en toi là. C'est ça, après tout s'est fait au fur et à mesure. Je suis partie d'abord dans le nord parce que c'était juin, donc c'était l'été, donc j'avais envie, en fonction des saisons, qu'il fasse pas trop chaud. Du coup, je suis montée plutôt dans le nord. Et puis après, au fur et à mesure, je suis passée à Helsinki, autour de la mer Baltique, et après j'ai été en Grèce, donc j'ai descendu les Pays-Bas, la Pologne, Slovaquie, etc. Et après, je me suis retrouvée en Afrique. Comment l'idée d'aller en Afrique t'est venue comme ça? Pourquoi l'Afrique? Alors que tu es toute seule sur ton vélo. Et parce que toute seule sur son vélo, ça cogite et en fait, j'avais pas l'équipement pour pédaler en hiver en Europe, parce que forcément, il y avait le froid qui arrivait et j'avais pas envie d'investir dans un équipement d'hiver. Et du coup, j'avais aussi pas envie de prendre d'avion. Et du coup, voilà, du sud de la France au Maroc, en 2 jours en bateau, on y est. Et du coup, je me suis dit, allez, on va aller tenter l'Afrique. Et surtout, j'avais aussi besoin d'un peu de dépaysement et d'exotisme, parce que c'est vrai que ça faisait 7 mois que j'étais en Europe. Et du coup, c'est sympa l'Europe, mais je pense que j'avais fait un peu le tour et j'avais besoin d'un peu plus. Ah, mais justement, le premier jour en Afrique. Le premier jour, l'impression. Le premier jour, en fait, c'est marrant parce que je suis arrivée avec le ferry et je pensais arriver à Tanger. Et en fait, le ferry arrive à 50 km de Tanger. Donc, du coup, je suis arrivée à 50 km de là et je me suis dit, oh là là, ça commence mal, quoi. Il faut que j'arrive là-bas. Après, il va y avoir le soir, etc. Et la première impression, c'est du monde. Il y avait du monde partout. Parce que je pense que les gens sont beaucoup dehors. Et du coup... Il y a moins d'immeubles, non? Il y a aussi des immeubles, mais je pense... Mais il y en a moins qu'ici. Ouais, il y en a moins qu'ici, forcément. Et puis je pense que les gens vivent plus dehors. Bon, il y a plus le climat pour vivre dehors, les gens se retrouvent beaucoup dehors. Et du coup, là, j'avais un peu l'impression d'être aussi, je sais pas, d'être une extraterrestre débarquée. Il y avait tout le monde qui me regardait dans la rue, parce que forcément, j'étais une touriste toute seule sur un vélo. Et du coup, je pense qu'il n'y avait pas tout le monde qui me regardait, mais je pense que moi, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, alors que pas forcément. Mais du coup, c'est un autre monde quand même. Et là, tu quittes donc tu quittes le Maroc. Ouais, je quitte le Maroc direction le sud pour aller en Mauritanie. Donc en fait là c'est un peu une traversée du Sahara, parce que alors ça reste une route bitumée. On trouve quand même de l'eau et de la nourriture parce qu'il y a des stations-service, il y a des points de ravitaillement. Mais c'est quand même le désert, quoi. Donc il n'y a rien, il y a du sable, des cailloux, des rochers, et il y a quand même encore des véhicules qui passent.
Et du coup, c'est la traversée du Sahara jusqu'à Nouakchott, la capitale de la Namibie. Et après, c'est descente encore jusqu'au Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau. Ouais. Et à partir de là, 45-50 degrés tous les jours. Et du coup, changement de programme parce que ça va pas aller en s'améliorant en Afrique de l'Ouest. Ouais. Et du coup, donc là, à ce moment-là, on est deux. Donc on prend un avion pour aller au Kenya. Ouais. Et faire la partie plus est de l'Afrique. Et donc on fait du Kenya en passant par Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Malawi, Zambie, Zimbabwe, Botswana, jusqu'en Namibie. Et tout ça, tu rencontres pas que des gens, tu rencontres aussi des animaux. Voilà, alors il y a comment des rencontres extraordinaires donc avec des gens forcément. Et puis sur la partie est, c'est vrai qu'il y a aussi tout ce côté vie sauvage. Et du coup, cette chose incroyable que de voir en fait une girafe, des zèbres, des antilopes, tout ça depuis un vélo et d'être en fait dans le même environnement que ces animaux et d'avoir rien en fait qui nous sépare ou qui nous protège. Et ça, c'est des moments qui sont absolument incroyables et du coup, on se rappelle et on sait pourquoi on voyage dans ces moments-là, quoi. Ouais. Parce que dans les moments difficiles où des fois on se demande forcément qu'est-ce qu'on fait là bon, quels sont les problèmes qu'on rencontre quand même? Parce que c'est un voyage à vélo et tout ça. Okay. Ouais, alors les problèmes, la chose la plus dangereuse auquel on pense pas tellement, c'est le trafic, c'est les camions, c'est les voitures qui font pas attention et qui respectent pas les vélos. Ça c'est un gros point parce que c'est vrai qu'on est à vélo, on est sur la route toute la journée. Donc on est très vulnérable. Et après il y a les problèmes donc de climat, de ravitaillement, de savoir trouver de la nourriture, de l'eau. Et après il y a quelques problèmes mécaniques mais qu'il faut anticiper. Du coup si on roule beaucoup, il faut changer le pneu. En prévision on change la chaîne avant qu'elle casse, etc. Mais tout ça c'est de l'anticipation et puis généralement tous les problèmes se passent plutôt bien et on a beaucoup d'aide des gens et ça c'est quelque chose que j'ai découvert aussi pendant ce voyage, c'est la gentillesse des gens et à quel point ils sont prêts à aider, à accueillir, d'une hospitalité mais absolument incroyable, quoi. Ouais. Alors tout ça, est-ce que ça te redonne envie de repartir? Oui, je n'attends que ça parce que c'est vrai que c'est difficile une fois qu'on rentre ici à Paris et qu'on rentre dans une société de consommation alors que sur son vélo on a juste en fait le souci de savoir ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va dormir aujourd'hui et d'avancer. Et quand on rentre ici, c'est vrai que c'est plus les mêmes préoccupations de vie et moi j'ai un peu de mal en fait. Et du coup, tant que je sais que je suis ici en transition vers autre chose, ça va, j'arrive à bien le vivre. Et du coup, le prochain voyage, c'est pour février 2020. Tu changes de continent? Je change de continent, il faut un peu de changement. Et du coup, je pars de l'Allemagne pour aller vers l'Asie. Donc en passant par la route du Danube, la Turquie, l'Iran et la Pamir Highway, et des routes qui sont à 3000-4000 mètres d'altitude, avec des montagnes, des sommets enneigés qui ont l'air magnifiques. Et après, on verra avec les aléas de la route et des visas et de ce qui se passe. Donc, j'ai pas envie de prévoir si loin, mais l'idéal serait d'arriver en Thaïlande. Mais voilà, il y a du chemin avant. On va digérer ça déjà, ce qu'on a fait. Il y a du chemin avant et puis on verra comment ça se passe. Merci beaucoup, Stéphane. Avec plaisir. Allez, à bientôt et bonne route. Merci beaucoup. Ciao, ciao. C'est cool. Bon, la matière.
perles de la rue. That would have been funny.
Ouais, pareil. Fatima Slouban. Je vais demander à ça de nous faire un tout petit intermède musical, si ça va bien. Oui. Voilà, juste pour déguster un petit peu et essayer de penser à la poésie.
révolutionnaire. Donc tant qu'on ne s'occupe pas des indigents, ben, tout le monde est l'indigent. C'est ce que je te disais tout à l'heure, le politique, il est en fait à la mesure de l'indigent. Là, je m'adresse, voilà, le politique, tu es un indigent, mince. Loge le peuple, commence à devenir, à faire de l'intelligence. J'aime bien dire que tout le monde est intelligent, mais il y a un manque d'usage. Fais usage de ton intelligence politique. Donc voilà, ça, ils font pas intelligence. Alors Marseillaise 2006, ça c'est l'original. Ouais. On est d'accord? Attends, voilà, ça c'est l'original et après, voilà. Donc, démocratie et règne du peuple par territoire légiféré. Chaque ressortissant en justice, le relatif usufruitier, mais libre et égaux en droit pour l'empereur n'est pas la loi. L'humain, le code civil l'oublie. Et depuis règne la barbarie, liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Debout, les concernés, montrons la volonté, chantons, chantons. Qu'esclavagisme se conjugue au passé. Liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Le politique doit faire grande œuvre. Un code de copropriété, constitution du territoire, où chacun est logé à vie. Où chacun est logé à vie. Ces lourdes tâches, il faut admettre, il a besoin d'être motivé. Enthousiasme, émancipant, aimé. Et jouant, refuse de se soumettre. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Debout, les concernés, montrons la volonté. Chantons, qu'esclavagisme se conjugue au passé. Liberté, égalité, fraternité, liberté, équité, humanité. Enquête parallèle. Aujourd'hui, Abdoul Agadef nous parle de la prise de pouvoir du président Abdelaziz Bouteflika, un être exceptionnel. En fait, il n'est pas du tout exceptionnel, il est seulement représentatif de bien d'autres, de beaucoup d'autres personnalités qui auraient eu la même trajectoire mais qui n'ont pas eu l'opportunité au bon moment de pouvoir faire exactement pareil, c'est-à-dire arriver jusqu'au sommet du sommet. En fait, lui, qui n'a rien d'original, il est né à Oujda. Alors dès qu'on prononce le mot de Oujda, qui est une ville qui se trouve entre Tlemcen et Fès, les gens pensent tout de suite clan d'Oujda. Donc déjà, là, on a le mot clan qui apparaît. C'est quoi ce clan d'Oujda? Le clan d'Oujda, c'est celui qui a fait le premier coup d'État dans le pays qu'on a appelé Algérie. En 1962, un coup d'État du clan d'Oujda contre le GPRA qui a fait les passations de consignes avec l'État français au moment de la décolonisation, c'est-à-dire au moment de l'indépendance de ce qu'on a appelé l'Algérie. Bouteflika était embarqué dans cette aventure, mais à ce moment-là, il est très jeune, donc il n'a aucune véritable responsabilité, il ne fait que suivre presque comme un mouton tout le troupeau qui avance d'Oujda pour prendre Alger. De quoi est composé ce troupeau? Il est composé des troupes de l'armée des frontières. On appelait ça l'armée des frontières parce qu'elle est stationnée à Oujda, dans le reste du Maroc d'ailleurs, dans plusieurs villes du Maroc, parce que le Maroc les a beaucoup aidés, le Maroc les a accueillis et il leur a mis à leur disposition ou permis d'avoir même des infrastructures et même des usines clandestines d'armement. Tout ça, c'est Moulay Hassan qui a supervisé tout ça, qui était fils du roi de l'époque, Mohamed V, et qui après, plus tard, à son tour, deviendra roi du Maroc.
Donc ces gens qui étaient entre autres à Oujda pour le côté marocain et qui se trouvaient aussi en Tunisie, à Tunis et dans la région de Rardimaou, là où il y avait après, plus tard, justement ce qu'on a appelé l'état-major de l'armée des frontières. Cette armée, elle s'est retrouvée dirigée par le colonel Boumedienne. Donc, Bouteflika était un aide de camp de Boumedienne. À ce moment-là, il est très jeune, il a 18 ans, je crois, ou 19 ans quand il commence, et il va être l'un des deux derniers aides de camp de Boumedienne au moment de l'indépendance. Donc, Boumedienne, qu'est-ce qu'il a fait? Boumedienne représentait le clan d'Oujda, mais en fait, on l'appelle le clan d'Oujda, mais c'est le clan de l'armée des frontières, parce qu'ils étaient à la fois au Maroc et en Tunisie. Et l'indépendance, c'est en quelle année? En 1962. D'accord. Donc à ce moment-là, Bouteflika était sous-lieutenant et à l'indépendance, il a eu le grade de lieutenant qui lui a été mis par le colonel Boumedienne. Ensuite, à ce moment-là, Bouteflika, en tant que sous-lieutenant, il va participer à une mission avec d'autres. C'est, on va dire, le seul fait, le seul fait de guerre auquel il a participé, et ce n'est pas un fait de guerre dans lequel il y a eu des combats. C'est une mission spéciale pour essayer d'ouvrir un nouveau chemin, pour faire rentrer des armes clandestinement à l'intérieur, pour que l'armée de libération de l'intérieur puisse avoir des armes et des munitions et du matériel médical, etc. Parce que c'est la raison d'être de cette armée des frontières. Cette armée des frontières, son travail, pourquoi elle a été créée, c'est pour pouvoir alimenter l'armée de l'intérieur. Mais au moment de l'indépendance, monsieur le colonel Boumedienne traverse la frontière algéro-marocaine à Oujda et il prend la ville de Tlemcen avec des troupes de près de 50 000 hommes en armes, la logistique, etc. Ils prennent la ville de Tlemcen et ils déclarent que c'est la capitale de l'Algérie. Mais comme ils n'ont pas pu avoir l'Algérie, en déclarant juste que Tlemcen était sa capitale, ils vont marcher sur la ville d'Alger. Pour la ville d'Alger qui est, comme tout le reste du pays, gouvernée par le GPRA, le troisième GPRA. Il y a eu deux GPRA pendant la guerre et un troisième GPRA après l'indépendance. C'est lui qui a fait les passations de consignes au Rocher Noir à Alger. C'est 2 mois après que arrive cette horde de l'armée des frontières et qui prend Alger, qui va d'abord massacrer plusieurs milliers d'anciens combattants de l'armée de libération nationale qui s'étaient battus contre l'armée française coloniale pendant la colonisation, pendant ce qu'on appelait la guerre d'Algérie. Abdelaziz Bouteflika, une fois que Boumedienne va prendre le pouvoir, mais comme Boumedienne ne peut pas prendre le pouvoir directement, parce qu'à cette époque-là, il est quasiment un inconnu, et il va donc prendre avec lui comme compagnon, comme comparse, complice, il va prendre un certain Ahmed Ben Bella, qui va devenir le premier président de la République. Mais le vice-président de la République, c'est le colonel Boumedienne, et c'est lui qui est en même temps le ministre de la Défense. À ce moment-là, Boumedienne va placer ses hommes dans le gouvernement, le premier gouvernement après le troisième GPRA de l'indépendance, donc après le premier coup d'État. Dans un des premiers gouvernements, M. Bouteflika va devenir ministre de la Jeunesse et des Sports. À l'âge de, je me souviens, il est dans les 20 ans, voilà. Je pense qu'il n'avait même pas 25 ans. Et il est ministre de la Jeunesse et des Sports. Mais très vite, il va être nommé, pas sur la pression de colonel Boumedienne, ministre des Affaires étrangères. Et il sera le plus jeune ministre des Affaires étrangères du monde à ce moment-là.
Je pense qu'il devait avoir 24, 25 ou 26, comme ça. Voilà. Et il va le rester pratiquement jusqu'à la mort de Boumedienne. Sauf que, en 1965, avant l'organisation de la deuxième conférence des pays afro-asiatiques, qui va se dérouler à Alger, Ben Bella va décider de se débarrasser de la majorité des membres du gouvernement qui font partie du clan d'Oujda, dont Bouteflika. Une liste d'un nouveau gouvernement, revue et corrigée par Ben Bella, devait paraître dans les journaux, tous les journaux d'Algérie, le 19 juin 1965. Mais, comme par hasard, le jour même, il y a un coup d'État, un deuxième coup d'État du colonel Boumedienne. Parce que lui ne peut pas accepter d'être isolé et de se voir enlever de leur poste tous ses proches, dont Bouteflika. Donc le coup d'État, il va commencer d'abord par une opération très spéciale, c'est que Boumedienne, qui est ministre de la Défense, va envoyer des militaires à l'imprimerie officielle à 4 h du matin, avant de faire le coup d'État lui-même, parce qu'il sait que si les journaux du jour vont sortir, les journaux officiels, parce qu'à ce moment-là, tous les journaux sont des journaux d'État, hein. S'ils sortent avec la liste d'un nouveau gouvernement dans lequel il n'y a plus ses partisans, ben après, ça sera beaucoup plus difficile de faire accepter, de garder ces gens-là. Donc, il va d'abord s'occuper de ça. Après, il fait son coup d'État en faisant prisonnier Ben Bella, etc. Et tout ça. Voilà. 1965, c'est le coup d'État de Boumedienne. Donc, après, Boumedienne reste au pouvoir jusqu'à sa mort. C'est-à-dire en 1978, avec son chouchou, Bouteflika, qui est ministre des Affaires étrangères, indéboulonnable. Et à sa mort, très spéciale, puisque pendant plusieurs mois, on nous faisait croire qu'il était encore vivant alors qu'il était déjà mort. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que Bouteflika n'a rien d'original, il n'a rien de particulier. Il a fait comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire il s'est mis à rêver que ça serait lui le successeur de Boumedienne. Ouais, mais ça, il faut avoir quelque chose pour dire ça. Oui. C'est pas tout le monde qui dit moi je suis. Non, mais il était un de ses chouchous, c'est pour ça. Ouais, mais après. Mais il n'y avait pas que lui qui était son chouchou. Oui, mais après sa mort. Oui, alors après sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Il s'est passé que dans l'armée, il y avait déjà des clans, et donc pour apaiser la succession, si on peut dire comme ça, finalement, il y a eu un consensus pour des militaires. À ce moment-là, il n'y a que des colonels, il n'y a pas de généraux, le grade de général n'existait pas encore. À ce moment-là, il y a eu un consensus pour prendre le vétéran des colonels, le plus âgé, c'était juste ça, hein, le plus âgé, le plus expérimenté aussi. Pardon? Le plus expérimenté aussi, non? Pas forcément, mais quand même, bon, voilà, comme les autres, voilà, pas particulièrement non plus, mais c'était le colonel Chadli Benjedid. Donc c'est lui qui a été désigné par un conclave de l'armée, hein, pas par l'Assemblée nationale ou je sais pas quoi, hein, pas par une institution ouverte et qui a pignon sur rue, hein, c'est un conclave, c'est-à-dire une réunion moitié secrète, voilà, des grands colonels et de certaines personnalités. Ils ont décidé que ça sera Chadli Benjedid le successeur. Donc à partir de ce moment-là, la lutte des clans est ouverte, donc ça sera Chadli Benjedid à ce moment-là qui va diriger la lutte des clans. Donc il va se débarrasser de pas mal de gens, ou des fois il n'aura même pas besoin de se débarrasser d'eux, puisqu'ils vont partir eux-mêmes et quitter le pays, comme l'a fait Bouteflika. Bouteflika est parti dans les Émirats Arabes Unis pendant, je ne sais pas exactement combien, mais au moins 10-15 ans, et il s'est refait une fortune là-bas, à partir bien sûr des biens déjà acquis, entre parenthèses mal acquis,
de sa période de participation au pouvoir avec Boumedienne. Donc c'est pour ça que je dis que Bouteflika n'a rien de particulier, rien de spécial, quoi. Hein. C'est un comme les autres. Ouais, c'est un homme du sérail. Ce qu'il a de spécial, c'est que quand même, ça fait 5 mandats successifs. Oui, alors qu'est-ce qu'il s'est passé entre-temps, entre Chadli Benjedid et le premier mandat de Bouteflika? Il s'est passé aussi que Chadli Benjedid lui-même a eu un coup d'État déguisé en fausse démission, et après ceux qui lui ont fait un coup d'État, entre eux, ils ont continué à se bagarrer, et donc ça a donné une succession de faux présidents de la République. Et même avec une période de haut conseil d'État, c'est-à-dire une période où il n'y avait même pas de président de la République officiellement, qui était remplacé par un haut conseil d'État, dirigé par 2 généraux, un colonel et 2 civils qui étaient là pour montrer que faire une vitrine, quoi, un acte de présence de 2 civils. Et donc, après ce haut conseil d'État, on est allé chercher un chef historique pour remettre en place un président de la République. Donc, ils ont cherché et finalement n'ont pas trouvé grand monde. Finalement, ils se sont sentis obligés d'aller jusqu'au Maroc chercher l'un des fondateurs historiques du FLN qui avait la carte numéro 1 du FLN. C'est Mohamed Boudiaf. Donc il refuse, mais après finalement, après les délégations de généraux qui sont partis le rencontrer, etc., il décide de quitter son domicile familial de Kénitra et de venir prendre ce poste de président de la République avec on va dire, avec des idéaux et des rêves de pouvoir faire quelque chose pour ce pays encore à ce moment-là. Il va rester même pas 6 mois au pouvoir. Au bout de 2 mois, il devient très populaire auprès des jeunes et il se met en tête de vouloir lutter contre la corruption. Donc, dès qu'il y a les premières grandes affaires de corruption avec quelques arrestations, même pas 21 jours après, M. Boudiaf est assassiné par sa propre garde présidentielle de la sécurité militaire algérienne. Voilà, en plein public, dans un colloque, une rencontre de responsables à Annaba, avec des ministres, des préfets, etc., et des hauts fonctionnaires dans la salle qui se font arroser aussi de rafales de mitraillettes. Cet assassinat, il est filmé par la télévision nationale algérienne, qui était en train de filmer l'événement de la rencontre présidée par le président de la République. Et ce film, il va faire le tour du monde, et il va être tourné en boucle pendant plus d'1 mois, tous les jours, comme un lavage de cerveau, pour bien qu'il ne reste pas un seul Algérien qui n'ait vu le film de l'assassinat en direct de Monsieur le Président de la République, qu'on comprenne bien à quoi s'en tenir si on devient Président de la République et qu'on veut s'attaquer à la corruption. Une fois le travail fait, voilà, on revient à M. Bouteflika, qui est toujours aux Émirats Arabes Unis, mais qui a rajouté quelques milliards à sa fortune, et qui recommence à avoir quelques velléités de pouvoir, comme d'autres, pas que lui. Hein. On cherche un autre président. On a mis un général, donc c'est d'autres généraux qui ont choisi un général, assez consensuel, voilà, pour que les différents clans de l'armée soient satisfaits. Mais ça reste un général. Donc il arrive le moment où ce général, lui aussi, est démissionné, et on va chercher un autre président de la République et organiser cette fois-ci des vraies élections, puisque avant il n'y avait pas d'élection. Et à ce moment-là, tous ceux qui étaient endormis depuis la mort de Boumedienne vont
se réveiller à nouveau et à nouveau vouloir prendre le siège le président de la République. Parmi eux, il y a Bouteflika. Mais voilà, donc ce n'est pas, ça aurait très bien pu être un autre. Simplement qu'il a été choisi parce qu'il a dû conforter différents clans de l'armée à ce moment-là. Et donc, il devient président de la République. Puisque en Algérie, c'est un pays où les élections sont factices, c'est-à-dire c'est une formalité. Voilà, c'est une formalité quand Les dés sont joués d'avance. voilà, quand le dauphin est désigné, c'est lui qui sera élu, ce ne sera pas un autre. Donc, il fait son premier mandat. Son premier mandat, bien sûr, organisé c'est-à-dire autour d'une idée de la réconciliation entre les Algériens, puisqu'il faut dire qu'à ce moment-là, on est dans ce qu'ils ont appelé après, les médias, ils ont appelé ça la décennie noire. Donc, Bouteflika a fait son premier mandat sur ce thème de la réconciliation entre, soi-disant, une partie et une autre qui serait coupable de cette décennie noire, de cette guerre fratricide. La question, qu'est-ce qui fait maintenant qu'on est arrivé là, il a fait un mandat et tout, comment d'un mandat il passe à 2, 3, 4, 5 mandats? C'est ça qui est quand même étonnant. C'est étonnant, en même temps c'est pas étonnant. C'est-à-dire déjà, il avait le droit de faire un deuxième, oui. Le droit entre Mais guillemets, jusqu'à hein, 5. parce que parler de droit dans une jungle comme ce pays, c'est un euphémisme, c'est même un mensonge. C'est un mensonge de parler de droit dans un pays pareil. Il y a aucun droit n'est respecté. Le droit n'est respecté que quand ça arrange quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un du pouvoir. Hein. Sinon, le droit n'existe pas, que ce soit dans la justice, dans les tribunaux, dans les entreprises, dans le travail social, je ne sais pas, dans tous les domaines, il n'y a pas de droit. Ce n'est pas un pays où le droit il existe sur papier. Et encore, des fois, il n'existe même pas sur papier. Le papier, c'est-à-dire le journal officiel de la République. Et donc, le deuxième mandat, c'est tout à fait normal qu'on se représente et qu'on soit réélu. Et même à 90% ou 70% ou je ne sais quoi. Le deuxième mandat, c'est normal pour Bouteflika. Le troisième mandat, c'est un peu normal aussi puisqu'il n'y a pas de droit. Et que les différents clans de l'armée ne sont pas encore dans un état d'affrontement et d'exacerbation de leurs inimitiés ou de leurs hostilités. Donc, il fait encore un troisième mandat. Quand le quatrième mandat arrive, il y a déjà d'énormes dissensions entre différents clans. Et en général, c'est des clans de l'armée, et des fois des clans régionaux, et des fois des clans même ethniques, ou je sais quoi. Toutes sortes de clans, mais les principaux, c'est les clans de l'armée. C'est eux qui dirigent tous les autres clans. Les autres sont des sous-clans, si on peut dire. Et donc presque insignifiants, quoi, ou bien manipulables à volonté, etc. Donc, on est au quatrième mandat, et là, il arrive que, c'est ce qui peut arriver à n'importe quel être humain, hein, Bouteflika tombe malade. Malgré voilà, l'immense fortune, malgré le poste de président de la République, etc., il est quand même tombé malade. Donc, quand arrive le cinquième mandat, déjà même avant qu'il arrive, la question se posait de est-ce qu'on peut garder, ne serait-ce que officiellement, un président de la République qui est gravement malade et qui n'est plus en état physique de pouvoir accomplir les responsabilités entre guillemets, mais disons les démarches voilà de représentation nationale, si on peut dire. Déjà la question se posait avant le quatrième mandat, pendant le quatrième mandat, et voilà que à la fin du quatrième mandat on veut encore un cinquième, mais là
les choses ne se passent plus pareil, parce que pendant le 4e mandat, les luttes de clans dans l'armée se sont exacerbées. Et il y a ce qu'on a appelé une sorte de valse des généraux limogés. Même certains généraux seront limogés et rétablis dans leur poste, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le climat du 4e mandat. Quand on annonce que Bouteflika, qui est déjà plus en état de gouverner quoi que ce soit, eh bien, qu'il va faire un 5e mandat, juste à ce moment-là, vont être démis de leurs fonctions pas mal des gens que lui-même avait placés au pouvoir, comme par exemple un Premier ministre, comme par exemple d'autres généraux, et des responsables, des préfets, des gens comme ça, voilà, ou voire même des ambassadeurs. Donc la lutte aujourd'hui, Bouteflika était écarté, son frère avait pris plus ou moins sa place, mais une place qui n'était plus un espèce de colis fichier ou de gadget dans la vitrine, mais qui était intégré dans le jeu de la lutte des clans. Et qui n'était pas un jeu du tout récent, il n'y a rien d'anormal là-dedans, ça fait 60 ans que ça se passe comme ça. Donc celui qui va dire le système Bouteflika, le régime Bouteflika, non, ce n'est pas vrai. C'est le système ou le régime algérien depuis l'indépendance, depuis le premier coup d'État contre le GPRA. Tout était fonctionné de la même façon. Ce n'est pas spécialement Bouteflika qu'on va écarter avec toute sa bande, et puis après on va mettre une bande qui était antérieure à sa place. Voilà, ça c'est pas un changement de régime, c'est pas un changement de système, et c'est pas une révolution. Bonjour. Dans une situation délicate, doit-on mentir pour se protéger? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. Le mensonge est une arme redoutable qui se retourne toujours contre le menteur. Et oui, il n'y a que la vérité qui protège. À bientôt pour une autre idée. Au revoir. C'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde alors, sinon. Je vais faire basse chant justement. Un peu un style un peu différent, un peu plus funky, quelque chose qui bouge un peu plus. Avec d'autres textes, une autre ambition, un autre chemin, mais pour toujours garder les mêmes groupes. Ça peut être sympa. Tu peux faire la guitare à la basse ou de la basse à la guitare? Je préfère la basse. La guitare, ça a été quand même mes premières amours en fait, où j'ai pu comment dire, m'accompagner en même temps que le chant. Ou quand je pouvais pas avoir des musiciens à mes côtés, ça a vraiment été mon compagnon, ça a été cool. J'ai découvert la basse entre temps et c'est une autre, on va dire, c'est clairement différent, c'est une autre émotion, c'est un autre feeling. Et chanter en même temps, c'est très très jouissif. En fait, c'est juste top, quoi. Donc je préfère basse chant. By the
found my own field of love. I say a bless for people keep on smiling and rocking. See them on the other so glad. I say no fear, no chills, no pain. The beauty of my place. I want to tell you something. Welcome to my world. No clouds, no rain. In the sky of my life. Welcome to my world. In my own world. Where the sun is so bright. I found my everything. My everything. I want to show you my conviction, my affection. Can you feel my peace of my wine? I say yeah. I have a rest, my consolation, my lover. I found no reasons to lie. I say hey, my dear, don't cry, just smile. The beauty of my life, I wanna be by your side. Welcome to my world, no clouds, no rain. In the sky of my life. Welcome to my world, in my own world. Where the sun is so bright. I found my everything. Thank you very much. Last revolutionary, everybody. And I wrote this song because, in Africa we are distracted, we are distracted by the worship of Jesus. Mostly, Everybody loves Jesus because he died for you, They tell us in Africa, Jesus is the only person that died for your sins. You gotta love him. But this motherfucker knew he was gonna wake up, man. If I know I'm going to wake up, I'll die for anybody. I'll die for everybody here every day of the week. In fact, I won't do the lazy man job like Jesus, die for 7 billion people at once. That's lazy. I'll die for you people individually. So you have to work, it'll be like a lottery. So anybody who is lucky to bring their problems that week, I check your problem. Okay, I'll die for you this week. Come on Sunday, I have it worked out. You come on Sunday, I die on Monday. I wake up on Thursday in time for the weekend. And I will not do that, you know Jesus Christ, you can tell he's boring. He's a boring guy. He's not a showman like me. You see, because if it was me, I won't do that crucify. That shit is boring. I mean, you want to kill me, motherfuckers? You're going to see a show. So I'll tell them, first of all, burn me. Then you cut me to pieces. Little tiny pieces. Then you put me in a meat grinder. Okay. Then you feed me to your dogs. Not one dog, that's too easy. Like 6 or 7 dogs. So on the 3rd day, I have to bring all these, these dogs. I'll use my power to bring their ass together. And I come out.
Yeah, if you want to worship a zombie, I show you a real zombie, man. I show you what a real zombie is like. Okay. So this song is written to die. This song is written for those who died for us without the promise of resurrection. Last revolutionary, everybody.
bientôt sur Radio TV.